Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Bien dans son job, aujourd'hui, on s'intéresse au personal branding et on en parlera avec Samuel Botton, fondateur chez Step Conseil. Il nous expliquera tout, il est notre invité. Smart Philo avec notre invité Thibaut Brière, philosophe en entreprise et conseiller en management. Quelle est la différence entre coopération et collaboration? Le philosophe nous éclairera sur la différence de ces deux concepts. Le cercle RH avec, comme chaque mois, eh bien, notre partenaire Un jeune, une solution avec Thibaut Guilluy, le haut commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises. Il sera accompagné aujourd'hui de Christophe Paris, président du collectif Mentorat, directeur général de la FEV. Et puis une actualité, ce contrat d'engagement jeune. On en parlera dans quelques instants avec Thibaut Guilluy. Puis pour terminer notre émission, fenêtre sur l'emploi, la mobilité européenne, c'est une arme pour les entreprises qui souhaitent recruter dans cette guerre des talents. Sur le plan européen, on en parlera avec Émilie Narcy, directrice des opérations chez Approach People Recrutement. Elle est notre invitée à la fin de notre émission. Tout de suite, c'est bien dans son job. Digreed, plateforme d'apprentissage personnalisée pour développer aujourd'hui les compétences de demain. Bien dans son job, on va évoquer aujourd'hui un thème que vous connaissez peut-être ou que vous connaissez mal d'ailleurs, le personal branding. On va en parler avec Samuel Botton. Bonjour Samuel. Bonjour Arnaud. On est très heureux de vous accueillir. Vous êtes le directeur général et associé fondateur chez Step Conseil, qui est une toute jeune entreprise. Lancé en septembre 2021. Septembre 2021. Voilà. Vous lancez l'entreprise en septembre 2021. Disons que c'était dans les projets depuis un moment, on y réfléchissait beaucoup et puis à un moment il fallait franchir le pas et passer la next step. Alors vous avez un parcours très intéressant dans des agences de communication, agences de conseil, et je dirais c'est le fruit de toute votre expérience que vous réunissez dans Step Conseil. Si on devait le définir en quelques mots, votre entreprise c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle propose comme service? Alors Step Conseil c'est un cabinet de conseil. Aujourd'hui, nous, ce qu'on propose, c'est vraiment les verticales que l'on maîtrise et sur lesquelles on s'y connaît. Donc, à savoir les relations publiques au sens large et peut-être dans la résonance anglo-saxonne du terme. On fait aussi beaucoup de restructuring en communication. C'est une discipline qui reste relativement nouvelle, qu'on a essayé de mettre en application. Ça me vient par exemple des expériences précédentes que j'ai eues auprès de certains clients qui, eux, faisaient du restructuring sur l'ensemble des entreprises. Ça nous a semblé important de le transporter. Oui, parce qu'on en parle dans la finance, dans le marketing, dans les RH, mais assez rarement dans la communication. Non. C'est quoi le restructuring en communication? C'est dommage. C'est d'arriver, par exemple, sur une entreprise, de s'apercevoir qu'il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup d'envie, mais que les process et les méthodes ne sont pas là, et essayer de les amener à passer une nouvelle étape, se développer, organiser leurs process et avoir une communication qui soit en ordre de marche, efficace et surtout adaptée au profil de l'entreprise. Et est-ce que, malgré le fait que l'entreprise soit jeune, vous avez une vue panoramique, je dirais un recul, est-ce qu'il y a une forme d'affolement, d'agitation en cette rentrée? On est déjà au mois de novembre. Des entreprises qui, sentant cette reprise, veulent vraiment pas rater ce virage et veulent vraiment être accompagnées? On va dire qu'il n'y a jamais eu de coup d'arrêt réellement pour le secteur des relations publiques, donc relations presse, lobbying. Vous rajoutez le lobbying, hein. Le lobbying, on en fait sur certaines missions. C'est des affaires publiques, c'est aller à la rencontre des institutionnels, sensibiliser sur des sujets, des problématiques, ça peut dépendre. Et comme je vous disais, il n'y a jamais eu de temps mort dans notre métier, puisque finalement, même un confinement ne nous a pas empêchés de travailler et de continuer à porter nos clients dans les médias. Les entreprises aujourd'hui, elles se réveillent en fonction de leurs besoins, de l'étape où elles en sont dans leur développement et voir ce que nous, on peut leur offrir également. Il y a aussi beaucoup d'entreprises qui veulent collaborer avec nous, mais on ne voit pas dans quelle mesure on peut amener une plus-value. Et le plus dur dans nos métiers, c'est encore de dire non. C'est vrai qu'il faut être capable de dire, écoutez, sur cela, on n'a pas de valeur ajoutée. On essaye de le faire. Il y a le cas de figure du personal branding. D'abord, c'est quoi le personal branding? Alors le personal branding, ça peut avoir différentes significations. Dans ce cas bien précis, et du coup dans notre métier, c'est de mettre en avant des personnalités, des dirigeants pour assurer la pédagogie de leur entreprise. L'exemple le plus concret finalement, ça reste dans mon cas Phytocan, Alexandre Lacarré. Il est venu sur le plateau d'ailleurs. Il est venu sur votre plateau tout à fait. On a une personne... Ah, c'est vous qui étiez caché derrière en fait? Pas encore à ce moment-là. Pas encore à ce moment-là. Quelques semaines après. C'est ça. Mais non, on discutait déjà. Et puis voilà, ce qu'il faut bien mettre en exergue, c'est qu'on arrivait dans une entreprise où il y avait beaucoup de bonne volonté, il y avait un leadership sur le secteur, mais très peu d'actions de communication qui étaient menées.
En faisant un audit et un constat, on s'aperçoit qu'on a un PDG qui a quand même une certaine expérience dans différents milieux, entreprises classées intérêt d'État, immobilier, événementiel. Et puis une personnalité aussi. Une personnalité, un physique. Enfin voilà, Alexandre Lacarré, il faut savoir lui dire non aussi. Et puis on s'est dit, lui m'a dit, j'aimerais faire de la pédagogie sur la question du CBD. À partir de là, on a très vite compris qu'il pouvait être le seul porte-parole adéquat pour cette problématique, et d'où, pour nous, la volonté de mettre en place une stratégie de personal branding sur ce cas précis. Personal branding, c'est-à-dire la mise en avant à travers les mots, la personnalité, le charisme du dirigeant pour porter, en l'occurrence, de la pédagogie, mais aussi, je dirais, pour essayer de convaincre les autorités, puisque quand il est venu sur notre plateau, le bras de fer était juridique à l'époque. Le bras de fer continue, mais finalement... indépendamment de ça, le personal branding doit toujours servir une cause plutôt qu'un homme. Voilà. La cause, lui, dans le cas que vous évoquez de Phytocan, c'était de faire reconnaître, puisqu'il y a des magasins qui ont pignon sur rue, mais le gouvernement français considère qu'il faut les fermer, puisque l'enjeu est là. Donc votre bataille est complexe, là, c'est de la publique affaire, c'est du lobbying. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il faut aussi souligner le travail qui est fait par les organisations et les syndicats professionnels sur ces questions. Nous, on le fait à notre mesure. Et on déplore aussi le fait que ces organisations ne regroupent pas de producteurs. Il n'y a aucun producteur aujourd'hui dans les organisations françaises. Nous sommes producteurs. Et l'idée, c'était de faire un vrai travail de pédagogie sur le CBD, expliquer que nous sommes sur un produit qui peut être dit bien-être, même si on n'a pas le droit de revendiquer des propriétés médicales. Donc il y avait tout un travail à faire là-dessus. Et on a essayé de le faire du mieux possible. On continue. Il faut dire des vérités parfois qui dérangent, on le fait, et effectivement, je n'aurais peut-être pas eu la même stratégie si ça avait été quelqu'un d'autre qu'Alexandre Lacarré et une autre entreprise que Phytocan. Mais justement, c'est la question que j'allais vous poser. Vous avez le cas de figure où là, vous avez Alexandre Lacarré qui a une personnalité, une voix, un charisme, je dirais une détermination. Puis parfois, vous arrivez avec des clients où globalement, vous n'avez pas le personal branding. Vous ne pouvez pas raconter l'histoire de l'entreprise à travers la voix de son dirigeant ou de son fondateur. Ça arrive. C'est parce que des fois, on ne souhaite pas le faire ou on ne peut pas le faire. Et c'est ce que je vous disais, le plus dur, c'est aussi de savoir dire non sur l'ensemble des questions. Est-ce qu'on prend un client? Est-ce qu'on fait telle stratégie ou pas? Mais donc ça ne marche pas pour tout le monde, vous êtes d'accord, Samuel, cette question Ça ne marche pas pour tout le monde, mais aujourd'hui, chez Step Conseil, on a une chance, c'est d'avoir 80% de nos clients qui sont éligibles à ce type de stratégie. On essaye aussi de réfléchir et de ne pas vendre du personal branding à tout va, parce que comme vous l'avez dit, ça ne va pas à tout le monde. Oui, on vend du rêve et puis on s'aperçoit que la personne n'arrive pas à porter tout cela. Mais non, l'important pour un personal branding réussi, du moins dans notre cas, c'est de soutenir une cause, une mission et la visibilité d'une entreprise, d'un produit ou d'un service. Quel conseil vous donnez à une entreprise? Parce que votre métier, c'est quand même à la fois d'écouter et de faire un diagnostic, souvent long. Poser les bonnes questions. Poser les bonnes questions, puis ensuite d'apporter des résolutions. C'est quoi les conseils que vous donnez aux entreprises aujourd'hui dans le contexte dans lequel on est de reprise? Prendre son temps, réfléchir, restructurer sa communication, de ne pas se précipiter? Prendre son temps et réfléchir, c'est évidemment indispensable dans tous les cas de figure, que ce soit en crise ou hors crise, et peu importe finalement les circonstances. Aujourd'hui, c'est surtout de bien cerner les axes de communication sur lesquels on doit aller et aussi les formats et les supports. C'est-à-dire, certaines entreprises, dans un premier temps, devront se contenter de relations presse et d'affaires publiques, quand d'autres ont des moyens plus étendus, d'autres objectifs et iront sur de la publicité ou sur d'autres types d'activation. Donc la question, c'est est-ce que vous avez les moyens de vos ambitions? Si ce n'est pas le cas, posez-vous les bonnes questions et on peut vous aider à y répondre. Et puis après, essayez de mettre en application une stratégie qui soit cohérente. Oui, vous avez raison. Il y a les groupes du CAC qui peuvent évidemment développer des stratégies, des campagnes. Mais on reste très frileux sur les groupes du CAC 40 parce que finalement, c'est des groupes qui sont cotés, qui sont donc, au gré des différentes fluctuations boursières. Bien sûr. Moi, en tout cas d'expérience, ce que je peux constater, c'est que sur certaines entreprises, alors on sort du cadre d'Asso Systèmes, L'Oréal et compagnie, mais on va dire les entreprises qui sont classées un peu en dessous et classées CAC 40, ces entreprises-là ont de très belles cartes à jouer sur leurs initiatives. Par exemple, Europlasma, qui rachète le site de Tarbes Industries, j'estime que c'est quand même quelque chose de bien pour l'industrie française. On peut citer Safe Orthopedics, qui s'est développé également dans ce sens-là. Uniquement des entreprises cotées et qui pourraient avoir des communications un peu plus audacieuses. En tout cas, moi, je les invite à ça. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie, Samuel Botton? Parce que votre bébé, là, c'est encore un nourrisson, Step Conseil. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Pas grand-chose. On essaye de faire notre travail toujours avec la même application, avec la même volonté. Moi, j'ai pour coutume de dire... C'est vous le patron, maintenant? Oui, ça me met un stress différent. Maintenant, je fais les choses un peu plus pour moi, un peu plus pour la structure et ceux qui m'accompagnent. Là où avant, j'avais peut-être un peu plus de recul sur les choses. Donc on va dire que c'est le temps de latence pour s'adapter.
Mais non, c'est une aventure passionnante. Aventure, et encore, on le redit avant de se quitter, vous n'avez pas vécu, je dirais, les affres du Covid, puisque vous nous l'avez dit, finalement, nous, on a continué, moi, j'ai continué à développer, à avancer. Arnaud, je serais tenté de vous dire, Bismart a été lancé 2 semaines après la fin du premier confinement. C'est exact. Donc vous avez travaillé les 2 mois avant pour mettre en place cette chaîne, parce que les médias ne se sont pas arrêtés. C'était une consommation différente, c'était beaucoup plus de digital, mais au final, ça a continué de tourner, et nous, il n'y avait pas de raison qu'on s'arrête. Vous êtes un audacieux, donc. J'espère. On est des audacieux, parce que Bismart est une chaîne et la chaîne des Encore audacieux. faut-il se donner les moyens de ses ambitions. Et merci en tout cas Samuel d'être venu nous éclairer, Merci. notamment pour parler de ce personal branding et puis de votre stratégie globale chez STEB Conseil. Le restructuring, c'est un mot un peu nouveau, mais c'est intéressant de l'entendre. Non, le mot existe depuis longtemps. très Maintenant, il faut mais en l'appliquer à la communication. En communication, exactement. Vous m'avez coupé l'herbe sous le pied. Merci Samuel d'être venu Merci sur le beaucoup plateau. Arnaud. DG et associé fondateur chez STEB Conseil. Belle et dynamique entreprise, audacieuse entreprise STEB Conseil. Merci de nous avoir rendu visite. Tout de suite, c'est Smart Philo. Tiens, on va s'intéresser à un sujet qui d'ailleurs peut intéresser vos clients, collaborateurs. Qu'est-ce que c'est exactement? On en parle tout de suite et c'est avec Thibaut Brière. Smart Philo avec Thibaut Brière, alors philosophe en entreprise, conseiller en management, parce que votre titre est un peu plus grand que philosophe tout simplement, on est d'accord? C'est ça. Ça c'est important de le préciser. Avant de parler du sujet qui nous concerne aujourd'hui, d'une distinction entre collaborateurs et coopérateurs, ou collaboration et coopération, puisque c'est le thème sur lequel vous vous êtes penché, je voudrais quand même signaler ce livre dans lequel je suis plongé, parce que vous allez venir nous en reparler dans le détail, mais sans le déflorer, Toxic Management, le témoignage glaçant sur la manipulation en entreprise chez Robert Laffont. Alors j'aurais plein de questions à vous poser, mais ce n'est pas le sujet du jour, car vous allez venir nous en parler dans quelques jours, si je ne m'abuse. Commençons sur cette chronique Smart Philo. Vous avez souhaité nous faire une distinction entre collaboration et coopération. D'abord, pourquoi avoir choisi ce thème? Je me suis dit, tiens, pourquoi? Parce qu'il me paraît stratégique en fait aujourd'hui pour les entreprises. On parle assez communément effectivement de mes collaborateurs, etc. Et de plus en plus en management, on s'efforce de convertir les collaborateurs en coopérateurs. Et donc avant on disait salarié, hein, Thibaut, si je peux me permettre. Oui. Hein, on est salarié. On disait salarié, puis on est rentré dans l'ère du collaborateur. Collaborateur, exactement. Et avec l'irruption en plus des nouvelles technologies, on parle de plus en plus de travail collaboratif. Et donc, moi, en tant que philosophe, en tant que personne s'interrogeant sur le sens précis des mots, eh bien, ça m'a interpellé, en tout cas, cette distinction qui semble être faite. Collaborateur, ça veut dire quoi? On est quoi? Dans un lien de subordination? Là, c'est juridique. Oui, alors lien de subordination, alors juridique et ou logique, justement. C'est-à-dire que très rapidement, la distinction entre les deux, c'est que dans le collaborateur, on entend bien le latin labor, le travail. Donc des collaborateurs mettent en commun un moyen qui est le travail. Là où des coopérateurs, coopérateur vient de opus, opéra, qui est l'œuvre. Et l'œuvre, c'est le résultat du travail. Et donc, le travail n'est pas au milieu, il est en haut. Il est en haut, c'est l'objectif. Enfin, le travail plutôt, c'est le moyen. Et l'objectif, c'est l'œuvre. Et de sorte que des collaborateurs mettent en commun des moyens, là où des coopérateurs déterminent également les finalités, c'est-à-dire les objectifs, éventuellement la stratégie. Il y a un petit côté humiliant aussi parfois de traiter quelqu'un de collaborateur. Enfin, je sais pas, ça me fait penser à des phrases, une phrase politique bien célèbre. Quand on veut humilier quelqu'un, on le considère plus comme son collaborateur que son Premier ministre. Ça vous évoque quelque chose? Oui, effectivement, Nicolas Sarkozy qui avait appelé ainsi dans un célèbre discours François Fillon pour lui rappeler la différence hiérarchique entre les deux. Et donc il peut y avoir quelque chose d'humiliant. Eh bien, on le voit bien dans collaborateur, dans le labeur dont est tissé le mot collaborateur. Il y a à la fois la notion de pénibilité et la notion et donc celle de différence hiérarchique qui peut être perçue de manière pénible par les uns ou par les autres. Mais ils collaborent. La notion de collaboration peut être aussi vue sous un angle positif, Thibaut. Il y a l'idée qu'on collabore, c'est-à-dire qu'on participe à une action commune. À une œuvre commune. À une œuvre commune. Coopérateur, là, sur le plan juridique, si je me contente uniquement du juridique, et le philosophe va m'éclairer, coopérateur, on est dans les scopes. Alors, oui, là, sur le plan juridique, on peut dire qu'ils sont des coopérateurs. Ils sont dans une coopérative. Tout à fait. On est dans le cadre de Scope.
à ceci près, enfin, il faut quand même être averti que, y compris dans les scopes, par exemple dans les scopes dans lesquels les personnes élisent des responsables, eh bien, il y a néanmoins, pour un temps donné, la personne élue, dans le temps de son mandat, exerce une responsabilité hiérarchique à l'égard. Et donc la hiérarchie n'annule pas pour autant la coopération dans les scopes. Mais je voudrais juste te rappeler une chose, Arnaud, qui me paraît importante, c'est que l'essence même du management peut être justement d'essayer de convertir le nécessaire en volontaire, le besoin en désir, c'est-à-dire des objectifs qui sont imposés de toute manière. Eh bien, l'un des rôles que l'on attribue aux managers, ça va être d'essayer de faire en sorte que ces subordonnés, ceux qui demeurent ces subordonnés, aient l'impression de travailler comme s'ils étaient des égaux. Donc de faire comme si. En fait, c'est une forme, pas de manipulation, mais on trouve les mots qui vont bien, les formulations pour faire croire au subordonné en fait, qu'il est un peu acteur et va accompagner tout cela, alors qu'en fait, il le subit. C'est de ça dont il est question. Oui, aujourd'hui, on parlerait de manipulation positive, on parle même de nudge management, et de fait, les deux termes ont une parenté étymologique. Management vient du latin manus, et manus, c'est également ce qui a donné lieu, en français, à la manigance, à la manœuvre et à la manipulation. Et aujourd'hui, lorsque l'on parle de nudge, et notamment de nudge management, eh bien nudge, c'est pousser avec le coude. Et management vient du latin manu agere, qui veut dire pousser avec la main. Donc c'est intéressant de revenir à l'étymologie des mots. Tous les managers ne sont pas des manipulateurs, mais il y a quand même l'idée dans la réflexion que vous menez aujourd'hui dans cette chronique Smart Philo qu'il y a une sorte de tentation d'effacer finalement la différence entre collaboration et coopération. Mais qu'est-ce que ça engendre, cette tentation de l'effacer, d'effacer la différence ? Bien, ça peut engendrer, alors d'une part, il peut y avoir des salariés qui y croient sincèrement, et puis à un moment, eh bien, le rappel la réalité se rappelle à eux lorsque des difficultés surviennent. Eh bien, à ce moment-là, alors qu'ils ont sincèrement cru qu'ils étaient des coopérateurs parce que c'était ce que leur manager leur racontait toute la journée en leur disant, écoutez, dans l'entreprise, nous sommes tous égaux, vos idées valent la mienne, etc. Et puis ils s'aperçoivent dans un certain nombre d'occasions que, en réalité, les idées de certains sont plus égales que d'autres. Est-ce que ça ne fait pas un peu écho au livre, pour relier les wagons, au livre Toxic Management, il y a un peu de ça quand même dans le livre qui est une plongée à l'intérieur, on en reparlera, mais ça fait écho quand même sérieusement à cela quand même. Oui, tout à fait. Il y a de cela. Et à ceci près que j'ajouterais, par rapport à ce dont je traite dans Toxic Management, il peut y avoir donc une manipulation positive en l'occurrence, et par exemple lorsque je souhaite maigrir et que j'essaye de tromper ma faim, eh bien je me manipule pour le coup, mais la manipulation est positive lorsqu'elle est avouée, lorsqu'elle est sue. Le propre d'une manipulation perverse, c'est lorsque... À l'insu du collaborateur. Exactement, elle se fait à l'insu. Pour terminer, il y a quand même cette idée aussi d'effacer les frontières entre les mots, mais aussi entre les concepts. Finalement, l'entreprise, c'est devenu un monde merveilleux. On est tous copains, on est tous égaux, on est tous amis. C'est devenu une forme d'écosystème presque de vie. Enfin, c'est ce qu'on entend beaucoup. Il y a quand même beaucoup cette petite musique-là. Oui. Elle est positive d'un côté, puisqu'on y trouve un lien social. Oui. Mais elle peut être aussi négative. Elle peut être négative. C'est-à-dire que l'on a essayé de compenser un excès dans un sens, un excès de hiérarchie avec des chefs qui faisaient sentir la distance qui les séparait de leurs collaborateurs, par un excès à un autre. Mais on ne corrige pas une erreur par une autre erreur, mais par le contraire d'une erreur. Et donc il faut sortir de ces excès. Et aujourd'hui, la plupart des salariés, de toute façon, en fait, ne sont pas dupes. Ils savent bien que leur entreprise, la plupart du temps, n'est pas une démocratie, mais elle relève de ce que l'on appellerait en philosophie politique un despotisme éclairé. Et donc, il vaut mieux avouer clairement les relations de pouvoir à l'œuvre, dire aux salariés ce sur quoi ils ont la main, ce sur quoi ils n'ont pas la main, plutôt que de leur raconter des histoires, et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui parfois du storytelling. C'est ça, donc vous êtes plutôt pour le langage de vérité, c'est-à-dire une autorité assumée de celui qui en est le garant, oui. Plutôt que d'essayer de passer par des biais, des jeux, d'une forme d'égalité qui n'existe pas en entreprise, in fine, par le contrat même d'ailleurs. On gagne toujours à être franc avec les gens, et on ne manage pas les personnes en leur racontant des histoires, oui. Arnaud, c'est ce que je crois. Des fariboles. Des fariboles, c'est un mot que je crois qui est utilisé par le président Macron. Merci Thibaut Brière d'être venu nous rendre visite. Philosophe en entreprise, conseiller en management, vous accompagnez des entreprises et puis vous racontez de l'intérieur dans ce livre Toxic Management, le témoignage glaçant sur la manipulation en entreprise. On vient de parler de cette définition de manager et de son étymologie latine. Merci d'être venu et c'est sorti évidemment chez Robert Laffont. Il ne faut jamais oublier l'éditeur qui vous accompagne dans cette aventure livresque.
On fait une courte pause, Thibaut, et on va se retrouver avec nos invités dans le Cercle RH. Un jeune, une solution, qui est notre partenaire. On va s'intéresser au mentorat aujourd'hui, parce que c'est une initiative importante de dirigeants qui prennent de leur temps pour accompagner des jeunes étudiants, pour bien leur montrer la voie. Et puis on va s'intéresser à son contrat d'engagement jeune qui vient de sortir de terre. On va en parler avec Thibaut Guilhuy et son invité juste après cette pause. Le Cercle RH avec notre partenaire Un jeune, une solution. Vous l'aurez compris, on va parler évidemment de l'engagement des entreprises en direction des jeunes, de ces alternances, de ces jeunes qui rentrent de plein pied dans l'entreprise, en CDD, en CDI. Et on va parler aujourd'hui, on en a déjà parlé, du mentorat. Qu'est-ce que c'est exactement? Comment ça marche? Vous qui êtes des décideurs, prenez un petit peu de temps, 2-3 heures dans la semaine, voilà, pour accompagner une jeune fille, un jeune garçon, pour l'accompagner et lui montrer la voie. Et on en parle évidemment comme chaque mois avec notre invité et partenaire Thibaut Guilhuy. Bonjour Thibaut. Bonjour. Ravi de vous accueillir sur le plateau comme chaque mois. C'est un vrai plaisir. Haut commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises. On dira quelques mots sur ce contrat d'engagement jeune, parce que le Premier ministre l'a dévoilé. Vous étiez à ses côtés, aux côtés de Jean Castex ce matin, parce que c'est un élément qui est au cœur de votre activité, cet engagement jeune. On en parlera. Et puis votre invité aujourd'hui est Christophe Paris. Bonjour Christophe. Je suis ravi de vous revoir. Vous êtes venu il y a quelques mois, lors de la première saison Bismart, justement pour nous parler du mentorat. Et vous êtes le directeur général de la FEV. Qu'est-ce que la FEV, en quelques mots? C'est l'association de la Fondation étudiante pour la ville. On développe des programmes de mentorat dans les quartiers. On mobilise les étudiants pour qu'ils les accompagnent, des enfants ou des jeunes en difficulté. Je suis par ailleurs aussi le président du collectif mentorat. Exactement, en service civique notamment, mais pas seulement, parce qu'il n'y a pas que le service civique, qui est d'ailleurs maintenant dans les onglets de la plateforme Un jeune, une solution, parce que dans la plateforme, il y a plein d'onglets. Allez jeter un œil, c'est très pratique. D'abord, Thibaut Guilhuy, un petit mot avant de nous plonger dans le mentorat, et d'ailleurs de savoir si votre précédente invitée a répondu, parce qu'on a la vidéo, elle a dit qu'elle allait s'engager. Je suis sûr que vous êtes en train de vérifier si elle s'est engagée. Le contrat d'engagement jeune, c'est quoi? Comment ça marche? Et on a bien compris que l'esprit, c'était en fait quoi? D'aller chercher les décrocheurs, ceux qui n'ont pas de diplôme, pas de formation, qui sont entre guillemets à la rue, et de les remettre en quoi? En formation, à l'emploi? À l'emploi au bout du bout et dans les entreprises, mais en fait, avec Un jeune, une solution, on a pu le décliner d'ailleurs sur votre plateau, mais il y a une mobilisation très forte pour faciliter l'accès à l'emploi de tous les jeunes, par l'apprentissage, par des aides au recrutement des entreprises, par la formation, par la création d'entreprises. Simplement, depuis des années et des années, notre pays, la France, est plutôt en queue de peloton sur l'insertion des jeunes les plus éloignés, ce qu'on appelle les NEETs, dans un langage un petit peu barbare. Ceux qui n'ont rien. Ni en études, ni en emploi, ni en formation. Ils sont près d'1 million en France, et parmi ceux-là, certains le sont depuis longtemps, plusieurs centaines de milliers. Ces jeunes-là, il faut les réactiver. Et c'est pas en leur proposant juste un suivi, avoir un conseiller une fois tous les 15 jours, 3 semaines, qui vont pouvoir se remettre dans le bain. Et le contrat d'engagement jeune, c'est de proposer justement à tous ces jeunes une activation, en fait, une mise en activité toutes les semaines, 15-20 heures d'activité, de formation, d'immersion professionnelle, de stage en entreprise, d'expérience dans les associations. Bref, tout ce qui va contribuer à reprendre confiance en soi, à se remettre en perspective et à un moment donné, en étant debout, de pouvoir rechercher un travail. Ça démarre au 1er mars 2022, il faut le préciser. Il y a une somme, parce qu'il y a eu un vrai débat, j'imagine, qui a été tranché au plus haut niveau, sur l'intitulé même. Contrat d'engagement jeune, certains évoquaient un RSA jeune, vous vous souvenez de cette polémique, et d'autres disaient, mais non, ce n'est pas une obole donnée aux jeunes pour les faire survivre, non, c'est vraiment de les accompagner dans un chemin de formation vers l'emploi, c'est bien ça. Oui, exactement. Il y a un vrai débat sur cette somme. Vous savez, quand un jeune prépare son avenir, soit il est en études, et d'ailleurs, quand il est en études, qu'il fait ses études, la société accepte tout à fait, et trouve ça tout à fait normal de lui accorder une bourse quand il n'a pas les moyens, ou que ses parents ne peuvent pas lui apporter les moyens de pouvoir
faire ses études et de se nourrir, de se loger. Eh bien, c'est le même principe ici. Quand un jeune prépare son avenir, mais en réfléchissant à son projet professionnel, en recherchant un emploi, dans cette période-là, si la société n'est pas à côté d'elle à lui accorder une bourse, finalement, une allocation, pendant cette période la plus courte possible, eh bien, ça ne peut pas fonctionner. Et donc, on donne les moyens aux jeunes de pouvoir réussir avec un vrai accompagnement, avec plein d'activités, de la formation sur mesure, et puis évidemment une allocation pour ceux dont les revenus sont trop modestes. Ça me semble prématuré de vous poser la question, puis je vais demander d'ailleurs ce qu'en pense Christophe Paris, mais le pilotage, parce qu'il y a quand même un débat de pilotage, de financement, d'organisation. Est-ce qu'un jeune, une solution? Est-ce que le haut-commissaire à l'emploi et l'engagement des entreprises va piloter ce dispositif? Parce qu'il faut bien mettre en relation quand même des formations avec des jeunes. La plateforme Un jeune, une solution, c'est l'outil idéal, où je m'avance un peu? Non, mais en fait tout ça s'inscrit en fait dans le prolongement d'un jeune, une solution sur le pilotage, mais au-delà du pilotage, en fait, sur la philosophie. Derrière un jeune, une solution, c'est quand même la promesse que pas un seul jeune se retrouve sur le bord de la route. Et donc, d'une certaine manière, avec ce contrat d'engagement, on va aller chercher les jeunes qui ont aujourd'hui encore du mal à se saisir de ces opportunités. Alors oui, bien sûr qu'on va animer ce dispositif sous la houlette de la ministre du Travail. Je pense que c'est assez important en fait d'avoir aussi cette logique d'animation par et la confiance et la performance. La confiance aux acteurs pour leur dire, vous savez, derrière chaque jeune, derrière chaque territoire, c'est tellement spécifique qu'il faut laisser une liberté quand même aux acteurs de pouvoir s'adapter. Donc confiance a priori. Par contre, évaluation a posteriori, c'est-à-dire est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça marche, est-ce que concrètement les jeunes après derrière retrouvent un avenir, retrouvent un emploi, et si ça marche, on accélère, et puis là où ça dysfonctionne, eh ben, on corrige. C'est un coût quand même, 500 €. Vous touchez combien de jeunes? C'est quoi l'objectif? Parce qu'on dit qu'il y a 1,5 million de jeunes qui sont aujourd'hui en difficulté, voire des NEET. Est-ce qu'on est sur cette échelle-là? Moi, le débat aujourd'hui sur les chiffres, 400 000, 500 000, etc., moi, je peux vous dire qu'en tout cas, nous, ce qui nous anime... C'est chaque individu qui... Et ce qui nous anime, c'est qu'il n'y ait pas un seul jeune qui a besoin d'un accompagnement et qui est prêt à s'engager, parce que c'est un vrai engagement avec des droits et des devoirs. Eh oui. Et qui c'est ça la philosophie. Exactement. C'est pas 500 € et tu fais rien. Non, pas du tout. On est d'accord. C'est vraiment un engagement à faire des stages d'immersion professionnelle, à faire des remises à niveau, à faire des points réguliers, à suivre des ateliers collectifs, etc. Bref, de toute façon, les jeunes ont besoin aussi de cadre, ont besoin de soutien. C'est ça qu'on propose avec le contrat d'engagement. Et donc le contrat, vous avez le mot contrat. C'est pour ça qu'on met l'accent sur le contrat. Et d'ailleurs, pour terminer, on est sur votre plateau, c'est un contrat d'engagement par les jeunes, un contrat d'engagement par la société qui s'engage auprès des jeunes à leur donner les moyens de pouvoir réussir. Et c'est aussi un contrat d'engagement des entreprises. Parce que ce qui est très important pour moi, et c'est ça qui va faire qu'on va réussir ensemble, c'est que dans la philosophie d'un jeune, une solution, vous savez, si les entreprises ouvrent leurs portes à cette jeunesse et que, évidemment, on aide ces entreprises à ouvrir les portes, à adapter, à donner des aides, à apporter des services, comme on le fait sur un jeune, une solution. À faire du mentorat. On va y arriver. Parce qu'on ne peut pas demander aux jeunes de monter l'escalier et de faire des efforts pour monter l'escalier si en haut la porte est fermée à double tour. Et donc, c'est important que chacun fasse mouvement et ça va être un bonheur que de mobiliser les entreprises et d'aller à la rencontre de tous ces jeunes parce que moi, je peux vous assurer, je passe ma vie avec ces jeunes, je vais dans les quartiers, je vais dans les missions locales, je vais dans les associations. Ça fait 20 ans que je fais ça et des pépites, il y en a plein. Et comme les entreprises cherchent des ressources, des talents, des potentiels, eh bien c'est aussi là qu'elles vont les trouver. Ça vous inspire quoi? Parce qu'on va parler du mentorat, mais finalement on n'est pas très très loin de l'initiative lancée avec ce contrat d'engagement jeune, mars 2022, ça démarre pas demain. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, on n'est pas loin. Et c'est nous, en tant qu'acteurs, on trouve ça, on accueille ça très très positivement parce qu'on le sait, pour les jeunes qui sont sans formation, sans emploi, plus la période est longue d'inactivité, plus c'est compliqué en termes d'insertion. Et donc ce dispositif qui va permettre de croiser à la fois une aide financière dont ces jeunes ont besoin au quotidien et en même temps un vrai programme qui leur permet d'obtenir un certain nombre de leviers pour pouvoir s'insérer concrètement. La notion de contrat me semble intéressante quand même. Ce croisement-là, donnant. Ce croisement-là est vraiment extrêmement intéressant. Le mentorat, parce que je voudrais vous donner la parole, Thibaut Guy, lui, on va se tourner vers le mentorat. Cette question du mentorat, vous en avez fait un grand événement il y a quelques jours. On va ensuite rentrer dans les détails, mais j'imagine que vous avez été, pas surpris, mais presque ému de voir que des grands patrons, des gens qui ont des emplois du temps mais serrés, week-end compris,
ont dit banco. Je pense notamment au patron de Free, Xavier Niel et d'autres qui ont dit Joanneau, j'y crois. Xavier Huillard de Vinci. J'y C'est crois. pas rien quand même. J'y crois, mais plus que j'y crois, je m'engage. Ça a une valeur qui est beaucoup plus forte. Ouais. Un jeune, un mentor, on a eu l'occasion de le dire. Vous savez, vous pouvez mettre tous les plus beaux outils pour que les jeunes puissent s'en sortir. La réalité, c'est que pour certains jeunes, ils n'ont pas forcément accès à l'information, ils n'ont pas forcément suffisamment confiance en eux pour pouvoir se saisir des opportunités, y compris de l'apprentissage ou y compris des offres d'emploi qui sont sur le marché. Et le mentorat, pour moi, c'est pour ça que c'est vraiment quelque chose de transverse et d'absolument clé dans la réussite d'un jeune, une solution, c'est qu'en fait, on crée des ponts et des liens entre des personnes, des adultes qui ont une expérience, qui sont installés, et des jeunes qui se cherchent encore et qui n'ont pas confiance en eux. C'est une jeune fille qui sera mentorée par Xavier Niel, si je ne m'abuse. Oui, Elle va pas rigoler, cette petite, quand la visio va s'ouvrir ou qu'elle va rentrer dans son bureau. C'est quand même pas rien, quoi. Mais je sais pas qui ne va pas rigoler des deux. Vous savez, moi, je fais du mentorat. C'est vrai. Je fais du mentorat. Et en fait, non seulement... Honnêtement, vous voyez vite tout de suite que ça vous apporte autant que vous apportez à la jeune fille ou au jeune garçon qui accompagne. J'ai accompagné Taslima et là maintenant je démarre un nouveau mentorat la semaine prochaine. Mais donc vous avez rencontré cette jeune ou ce jeune là pour ce nouveau mentorat. Vous avez pris un premier contact déjà là. Alors moi j'avais accompagné Taslima. Vous l'avez évoqué. C'est vrai. Vous disiez pour toutes les entreprises, pour Xavier Niel, pour Sylvie Joanneau. La dernière fois on était avec la patronne de Just Eat France sur votre plateau. Alors elle le fait ou pas? Elle avait découvert le mentorat. Figurez-vous que depuis vendredi dernier, justement, eh bien, on l'a non seulement connecté avec Fatoumata. Là, c'est avec l'Association nationale des apprentis de France, parce que le mentorat pour les jeunes apprentis, c'est formidable. Oui. Et donc, ça y est, Fatoumata, à la patronne de Just Eat France, comme mentor. Et elle s'engage. Ce qui est génial, c'est que c'est la dirigeante qui le fait. Du coup, son COMEX... elle m'a déjà dit que a priori, ça fait moteur, quoi. Elle allait faire du 100% sur le COMEX. Et derrière, elle va travailler à permettre à tous les salariés de Just Eat France de pouvoir le faire. Mais je pense que l'exemplarité, quand on est dirigeant, et pour les dirigeants qui nous écoutent, c'est très important. Autre anecdote, Xavier Huillard, le patron de Vinci. On faisait le point là sur tout l'engagement des entreprises, avec des centaines d'entreprises qui participent aux entreprises s'engagent. Et honnêtement, Vinci et Xavier Huillard est déjà très engagé sur l'insertion, sur tout un tas de sujets, mais il ne connaissait pas le mentorat. Il me dit, mais dis donc, le mentorat, moi j'en faisais à l'intérieur de mon entreprise, mais j'avais jamais pensé à pouvoir le faire à l'extérieur de mon entreprise. Il a pris un engagement, plusieurs milliers de mentors. Il va mobiliser plusieurs milliers de mentors à l'intérieur de Vinci pour pouvoir accompagner et lui-même ou pas les jeunes. Vous l'avez pris au mot? Mais ça c'était dans la conversation, il me dit ça. Et puis le soir, il m'envoie un petit mail en disant, écoute Thibaut, avant que je demande à mobiliser mes troupes, j'aimerais bien moi-même devenir mentor. Et je pense que ça, c'est la clé. Si chaque dirigeante et dirigeant dans ce pays s'engage dans le mentorat, en fait, on est en train de poser un acte extrêmement fort dans la relation entre les jeunes et les entreprises. 90 dirigeants d'entreprise sont devenus mentors ou sont en passe de le devenir depuis juillet 2021, donc le chiffre progresse. Depuis l'événement... Mais c'est beaucoup plus que 90. C'est beaucoup les 90, c'est sûr, parce que nous, on est dans le concret. Donc on prend des engagements. Et donc, il y avait une tribune qui avait été dans le journal du dimanche, juillet 2021. Exactement. Et là, du coup, il y avait une centaine de dirigeants qui avaient signé. Et parmi ces 100 dirigeants, il y en a déjà 90 qui ont trouvé leur mentoré. Terminé. Christophe Paris, juste d'un petit mot, parce qu'il y a des choses intéressantes. Il y a l'aspect d'organisation. D'abord, vous qui êtes un expert du sujet, ça vient d'où le mentorat et pourquoi des grands patrons connaissaient plein de dispositifs mais n'avaient pas entendu parler du mentorat? Invitée précédente qui elle-même ce jour-là disait j'ai bien envie de m'engager mais je ne connaissais pas. Ça vient d'où et pourquoi c'est pas rentré, même si ça avance à vitesse grand V, mais pourquoi la France n'était pas moteur sur le mentorat? Oui, c'est un processus qui effectivement est plutôt parti des États-Unis, du Canada au départ, mais qui est en Europe depuis une trentaine d'années. Et de fait, la France était, sans le savoir,
était assez en pointe, parce que en fait, il y avait un certain nombre d'associations qui organisaient ce mentorat depuis, je vous dis, une trentaine d'années, avec beaucoup de soutien déjà d'entreprises. Mais ces associations ne se connaissaient pas entre elles, et puis chacun avait un peu son intitulé. Certains parlaient de parrainage, d'autres d'accompagnement individuel. Et bon. Il n'y a Et rien donc, de on s'est rendu structuré, compte, en tout cas, comme on voilà, l'évoque. on s'est rendu compte que toutes ces associations-là, toutes ces entreprises s'engageaient dans ce qu'on appelle partout en Europe et dans le monde du mentorat, qui est, en fait, on décrit là une relation entre un mentor et un mentoré qui cheminent ensemble. Un maître et un élève, ça vous va, ça, ou c'est Non, pas tout à fait parce ça? que Non, mais pour essayer de... dans la définition, par exemple, du mentorat en Europe, c'est le mentoré qui guide la relation. Parce que justement, contrairement au maître et à l'élève, Exact. dans le mentorat, on chemine ensemble. Et on va, il n'y a pas quelqu'un qui sait et quelqu'un qui ne sait pas. C'est le jeune qui va être confronté à un certain nombre de difficultés et le mentor qui est là pour lui dire, bon, on va y arriver ensemble. Je ne sais pas forcément, j'ai pas la réponse, mais on va ensemble trouver la réponse. Juste pour être extrêmement macro là, pour être vraiment au plus près, qu'est-ce qu'on demande? Qu'est-ce que les jeunes demandent? Est-ce qu'ils demandent d'abord? Est-ce que c'est de ce type de relation? C'est-à-dire, le jeune pose un diagnostic, je suis à tel niveau d'études. En général, il doit dire, j'aimerais bien aller là. Le mentor, c'est quoi? C'est un homme, un accélérateur de réseau. Comment on pourrait le définir? Alors, c'est déjà un filet de sécurité. C'est déjà, Ouais, ça rassure. je ne suis plus tout seul et j'ai quelqu'un qui est passé par là et je vais pouvoir lui livrer mes difficultés. Et les difficultés peuvent être très différentes d'un mois à un autre. Il peut y avoir au début quelque chose de plus lié à un diplôme qu'il va falloir passer. Ensuite, il va falloir trouver un stage. C'est pas facile de trouver un stage. Il faut refaire son CV. Donc il y a plus un rapport les réseaux. fraternel, de confraternité, un peu comme un grand frère pourrait aussi dire... C'est ça, on est dans ça. Et puis, une approche concrète. Un certain nombre de jeunes ont très envie, n'ont pas toutes les clés. La confiance, les réseaux, la capacité à pouvoir aussi se projeter, savoir ce qui est possible, l'autocensure des filles sur un certain nombre de filières. Ça, le mentor a un rôle à jouer. C'est un scandale. Et on en a beaucoup parlé avec un certain nombre de chefs d'entreprise qui dit, mais moi j'ai envie de mentorer. Il y avait notamment des dirigeants d'entreprise. Il dit, moi j'ai envie de mentorer des jeunes filles parce que j'ai envie de leur dire C'est possible. ce qu'on m'avait pas dit moi quand j'étais jeune, c'est possible. Et je vais t'aider et je vais être là et puis on va réussir ensemble. Thibaut Guilluy, il y a l'organisation, il y a tous les chiffres qui sont d'ailleurs totalement qui sont sortis du cadre, puisque depuis il y a beaucoup plus d'entreprises, mais il y a des millions d'euros, il y a de l'organisation, il y a une politique, il y a une volonté. Mais vous êtes mentor. Oui. Comment vous la définiriez, cette relation, puisque vous avez terminé un premier processus et puis vous en ouvrez un autre, un nouveau mentorat? C'est quoi? C'est grand frère? C'est un père bienveillant? C'est une écoute? C'est quoi? J'ouvre mon carnet, je te donne un mail? Non, Comment on fait? Moi, je dirais que c'est quand même une disponibilité à l'autre. Et puis, effectivement, peut-être quand même, enfin voilà, ce mot d'entraide, d'avoir envie de prendre un petit peu de temps pour un jeune, de l'écouter. Et Il vous demande quoi, ce jeune? mais Il vous dit, je suis en galère, j'arrive pas, ça va dépendre. Ça va dépendre. Je vais vous dire, il y a plein de sortes de mentorat. Moi, par exemple, avec. il y a autant de mentorat que de jeunes, en fait, j'ai l'impression. Tassima, elle avait 22 ans, 22-23 ans, et vraiment dans sa phase d'insertion professionnelle, elle avait eu un parcours un petit peu difficile, donc elle avait vraiment perdu confiance en elle. Et elle n'y croyait plus, donc elle se fermait des portes. Elle avait un petit peu peur d'aller vers l'extérieur finalement, alors qu'elle avait vraiment démontré quand même une sacrée solidité, une sacrée force de caractère. Et puis la deuxième chose, c'est qu'elle avait absolument pas de réseau, elle était très seule. Et donc, quand vous n'avez pas confiance et que vous êtes très seul, vous avez beau avoir des capacités, du talent, c'est compliqué. En fait, prendre quelques temps, franchement, c'est une demi-heure par-ci, une heure que vous allez voler par là, ou etc. Et vous allez écouter. Ça va redonner confiance. Elle a vite retrouvé confiance parce qu'elle a un regard un petit peu positif, un peu bienveillant, etc. Mais vous, votre rapport, ça a été aussi à la fois l'écoute, mais à un moment donné, vous lui redonnez des cadres. J'imagine qu'il m'est arrivé aussi d'accompagner des jeunes, je ne savais pas que c'était du mentorat, mais de dire, bah non, là, tu fais fausse route. Oui, mais par là, exemple, c'est pas le bon chemin, c'est pas là qu'il faut aller, quoi. Ouais, franchement, deux, trois petits conseils parfois qui mangent pas de pain. Elle a eu deux mauvaises expériences dans une entreprise. Et donc, du coup, elle en avait tiré comme conclusion, puisqu'elle ne connaît pas.
je cherche dans une association, mais je creuse, mais pourquoi tu veux travailler dans une association? Oui, voilà. Mais c'est parce que dans l'entreprise, les gens sont méchants. Alors non, elle était tombée dans un cadre qui était compliqué, mais il y a certaines associations dans lesquelles c'est pas forcément toujours d'une bienveillance absolue, et puis il y a des entreprises dans lesquelles on peut être particulièrement heureux. Bon, eh ben, déconstruire ça n'a pas pris énormément de temps, mais ça lui a ouvert le champ des possibles. Et ensuite, quand vous avez la possibilité, vous appelez un ou deux amis, ou etc., pour lui faire un entretien de simulation, pour pouvoir discuter du métier. Franchement, et d'avoir pour un vous, regard c'est croisé. Un tout petit effort. Et pour elle, c'est immense. Ça a un impact extraordinaire. Et à la fin, si on y réfléchit bien, ce que vous disiez 2-3 heures, et puis pour ceux qui nous écoutent, je sais quand on est chef d'entreprise, quand on est patron de PME, ou etc., on a déjà tellement de choses à faire. Puis on a parfois aussi en plus de ça des enfants, la famille, ou etc. Mais moi, je regrette absolument pas, et c'est pour ça que d'ailleurs j'y retourne, alors que mon agenda n'est pas non plus d'une facilité sans nom. Pas mal pris, c'est vrai. De prendre une heure par-ci, une heure par-là, ou etc., c'est du temps de gagner. Parce que d'abord pour vous, c'est une respiration, ça vous apporte quelque chose de très positif, et franchement, vous découvrez toujours et vous apprenez toujours des choses. Christophe Paris, juste votre mentorée, qu'est-ce qu'elle est devenue puisque vous avez terminé? C'est-à-dire qu'elle a trouvé un emploi? Elle travaille chez Mano Mano, et elle est en train de lancer un nouveau programme de fidélisation. Je pense honnêtement... C'est top. Mais ouais, c'est top. Et c'est top pour elle, mais c'est top aussi pour Mano Mano. Et c'est pas faire un jour à Mano Mano que de penser que très probablement, si elle avait envoyé son CV avec la manière dont elle avait fait, et puis la gueule qu'avait son CV, eh ben, ça serait passé en tri-vertical. Et il serait passé à côté de Taslima. Et c'est amusant parce que j'ai eu Philippe de Chanville, qui est le patron de Mano, juste avant l'événement, pour lui dire est-ce que tu veux pas venir? Il y a ta mentorée qui va parler avec la ministre. Il me dit écoute, je suis en vacances, mais j'ai entendu que des retours positifs de Taslima. Et pourtant, elle avait peut-être pas au départ tous les atouts qu'on croit sur le CV. Mais je peux vous dire qu'elle est une niaque d'enfer et qui fait la différence dans l'entreprise. Mais l'expérience de Thibaut Guilluy, c'est intéressant parce qu'on voit bien quand même qu'au-delà des aspects très techniques qui sont un peu anodins finalement à votre hauteur, sont immenses, mais c'est la confiance. C'est l'idée, comme vous le disiez en introduction, je suis pas seul. Je sais que si j'ai une galère, je peux appeler Thibaut Guilluy. Je sais qu'il me prendra en ligne, parce que ça joue beaucoup, ou il répondra par mail. C'est énorme. Juste une question personnelle, vous, Christophe Paris, pourquoi avoir décidé de vous investir autant dans cette question du mentorat? Pourquoi, pour vous, c'est si important? Parce que c'est utile. Parce que c'est utile socialement. Et il n'y a pas tant de choses et d'outils utiles et concrètement utiles. Et c'est utile, effectivement, pour les jeunes qui sont suivis. Et d'ailleurs, on voit bien que souvent, la frontière, elle est ténue entre ceux qui sont en difficulté et ceux qui réussissent. Et on voit bien que... Mais ça ne joue à pas grand-chose. Ça ne joue à pas grand-chose. C'est le petit quart de tour de vis. C'est la présence d'un adulte qui a de l'expérience, qui donne les mots qui vont bien. Donc c'est vraiment utile. Les jeunes qui sont mentorés se reconnectent à un certain nombre de dynamiques, trouvent là où ils ne trouvaient pas, et donc c'est utile. Ça, c'est le premier élément. Et être utile aux jeunes, être utile pour les jeunes qui sont aussi touchés par les inégalités, c'est fondamental. Ça, c'est Vous parliez des quartiers tout à l'heure, des jeunes des quartiers qui quartiers ou des zones rurales. Voilà, mais que ce soit dans les zones rurales ou dans les quartiers plus urbains, un certain nombre de jeunes sont confrontés aux mêmes difficultés. Manque de confiance, manque de projection, manque de réseau, manque de technique. Donc voilà, c'est tout ça. Et donc c'est utile pour le mentoré, mais c'est aussi utile pour le mentor. Et ça crée du lien social. Et je crois que dans notre pays, il y aurait plus de liens entre les personnes, plus de liens sociaux, et la société irait mieux. Et donc voilà, un dispositif qui permet à la fois d'aider concrètement des jeunes, qui permet aussi de créer d'autres liens dans la société, c'est important. Puis je crois que pour les entreprises, c'est ce que Thibaut soulignait, et moi j'y crois aussi beaucoup, c'est pour les entreprises, c'est utile. C'est utile parce que... C'est des viviers aussi, non? Sans être cynique, s'ils se disent, mais là on a des jeunes, je le connais, je le recommande, il tient la route, vas-y. C'est un peu ça aussi. Franchement, je pense que c'est un des meilleurs investissements que peut faire une entreprise que de développer le mentorat et de donner la possibilité à ses collaborateurs. Surtout dans le contexte actuel. Pourquoi? Parce que ça fait autant de personnes qui, dans vos entreprises, dans une entreprise qui connaît un métier, qui a la passion de ce métier-là et qui va pouvoir la transmettre. Et donc qui va servir de modèle, qui va finalement semer des graines dans la tête de la jeunesse pour leur dire, tiens, travaillez dans tel type de métier, dans l'industrie, dans l'agroalimentaire, dans les services, comme expert comptable. Vous
ouvrez le champ des possibles aussi. Exactement, mais ouvrir le champ des possibles, ça suppose que les entreprises ouvrent le champ des possibles. Quand elles s'engagent, elles vont donner la possibilité aux jeunes, finalement, de se référer au modèle un petit peu des mentors. Je m'autorise quand même, il y a aussi l'idée de la déconstruction des images d'Épinal ou des clichés qu'on peut avoir sur les jeunes des quartiers, puisque c'est de ça dont il est question, et se dire, mais je suis son mentor. Je connais ce jeune. Vous savez, il y a quand même ce lien humain aussi. Souvent sur les jeunes des quartiers, on généralise, on essentialise presque, si pour employer des grands mots. Mais en fait, quand vous êtes confronté à un jeune qui s'appelle Paul ou Ahmed et avec qui vous allez découvrir son cheminement, ses passions, ses blocages, pas une sociologie, ses craintes, un être humain, son manque de confiance, etc. Vous allez aller le chercher, et c'est là où vous vous dites. Ah ouais, waouh. Et là, effectivement, on déconstruit d'abord, on se déconstruit soi. C'est là où ça sert au mentoré. Moi, honnêtement, je redécouvre à chaque fois à travers l'expérience du mentorat combien c'est pas facile d'être jeune et de rentrer dans le marché du travail. Il nous manque beaucoup de choses. Et donc, accompagner ça, franchement, c'est quelque chose qui est assez bluffant et assez positif pour soi-même. Et en plus de ça, à chaque fois, du coup, vous redécouvrez que ça vaut peut-être le coup d'aménager un petit peu son organisation, de voir comment penser les choses un petit peu différemment, de manière à ce que chacun puisse y trouver sa place, et notamment les jeunes. Quand le temps passe vite, c'est que c'est passionnant. Il nous reste peu de temps, mais l'organisation, parce qu'on a beaucoup parlé du ressenti, de donner envie aussi à ceux qui nous regardent de se dire, bah oui, après tout, je vais aussi donner de mon temps, mais là, l'organisation d'un jeune, une solution, comment ça se passe? Il y a des appels à projets, il y a de l'investissement, il y a des millions d'euros sur la table. En fait, oui, alors effectivement, il y a des millions d'euros. On investit, parce qu'on pense que c'est un bon investissement, évidemment, pour la société, puisque ça améliore l'égalité des chances, ça accélère l'accès à la bonne formation, au bon emploi pour les jeunes. Donc, c'est très bon pour la société. Ça coûte vraiment pas très cher pour ce que ça apporte à la société. Moi, maintenant, derrière, il y a le mot utile, impact, ça c'est sûr. Il fallait aussi le mot simple. Sur les entreprises, il faut simplifier pour l'entreprise et pour les jeunes. Et donc, sur un jeune, une solution mentorat, ensemble avec le collectif Mentorat, en fait, on a fait une plateforme. L'offre et la demande. Qui permet, je suis jeune, je prends 30 secondes, je laisse mes coordonnées, mon petit besoin d'un côté. De l'autre côté, je suis une entreprise ou je travaille dans une entreprise, j'exprime aussi le temps que j'ai. Et puis si je me sens prêt à accompagner un collégien ou plutôt un plus grand. Il y a le débat de l'âge, évidemment. Pour que chacun trouve le mentorat qui correspond à sa disponibilité. C'est important de le dire, collégien aussi. Exactement. Et donc, et puis de temps en temps, on a un petit peu de temps, puis de temps en temps, on peut s'engager dans la durée, puis de temps en temps, non. Donc, chacun a son type d'engagement. De la souplesse. Ça prend moins de 2 minutes pour s'inscrire. Moins de 2 minutes. Ça va. Et ensuite, c'est les associations qui vont vous connecter, qui vont vous prendre par la main, qui vont vous accompagner, qui vont vous former pour que ça se passe bien. Avec le relais de Christophe Paris, j'imagine. Oui, et avec l'ensemble des associations effectivement qui sont dans ce collectif Mentorat, on assure, nous, aux entreprises qui favorisent l'engagement de leurs collaborateurs, on leur garantit la formation, le suivi pour que cet engagement, comme je le disais tout à l'heure, soit le plus utile possible et le plus clé en main. Vous confirmez, du collège jusqu'au monde étudiant. C'est collège jusqu'à l'insertion. De 13 à 25 ans. Voilà, jusqu'à l'insertion, souvent au moment charnière, là où va se jouer les bascules. L'entretien, le diplôme. Voilà, c'est ça. Là où les parcours se font. Les angoisses de la vie, les moments clés de la vie. Merci, c'est un vrai plaisir de vous accueillir sur le plateau, comme à chaque fois. Merci à vous, Christophe Paris. Vous êtes le président du collectif Mentorat, directeur général de l'AFEV, qui est une association nationale reconnue d'utilité publique. C'est bien cela. Tout à fait. Qui a été créée en 1991. C'est ça. C'est écrit sur ma fiche, je ne me suis pas trompé. Merci à Thibaut Guilhuy, au commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises, avec cette double actualité, le contrat d'engagement jeune, ça c'est pour mars, et puis il y a le mentorat, allez sur un jeune, une solution. Si vous êtes jeune, eh bien allez jeter un œil parce que vous expliquez votre problème. Vous, les décideurs, accordez un tout petit peu de temps, quelques heures de votre mois ou de votre semaine. Eh bien voilà, avec l'adresse qui s'affiche, un jeune, une solution. .gouv, #mentorat, /mentorat. D'ailleurs, c'est slash. Soyons précis. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Je remercie évidemment mes invités. Tout de suite, c'est Fenêtre sur l'emploi.
Fenêtre sur l'emploi, on parle du recrutement, de la guerre des talents, ça on en parle beaucoup, mais on va en parler sur le plan européen, parce qu'il y a une guerre des talents ici en France. Mais vous me direz, si vous ne trouvez pas ici en France, élargissez votre champ de recherche au plan européen. Et justement, on en parle avec Émilie Narcy. Bonjour Émilie. Bonjour. Merci d'être venue sur ce plateau. Je dis merci parce que vous arrivez de Dublin. Oui, ce matin. Voilà, donc c'est quand même c'est pas rien. Directrice des opérations chez Approach People Recruitment, dont le siège est à Dublin. Exactement. Créé par un Français. C'est ça. Et vous avez essaimé parce qu'il y a aussi des bureaux en Europe et à Paris en particulier. Ça, c'est les chiffres de la Commission européenne qui ont été publiés début 2021 sur la mobilité. Il y a 17,9 millions d'Européens qui vivent dans un autre pays de l'Union européenne, dont 13 millions en âge de travailler. J'imagine que vous qui travaillez non pas sur un bassin irlandais ou français, sur le bassin européen, j'imagine que la crise Covid a dû démultiplier votre activité, non ? Alors, l'après-Covid, oui. L'après-Covid. L'après-Covid, Laurent Gérard-Clodon, le fondateur de la société, on en parlait ensemble cette semaine, me disait il y avait une envie d'ailleurs avant. Et aujourd'hui, il y a un besoin d'ailleurs. Le Covid a vraiment accentué ce besoin d'aller chercher ailleurs. Et en plus, c'est devenu un besoin pour les entreprises également. On parle de la guerre des talents de tous les côtés. Et effectivement, si on applique les mêmes méthodes qu'il y a 4 ans, 10 ans, 15 ans, on va avoir les mêmes solutions, c'est-à-dire une pénurie de talents. Mais alors, vous l'avez créé en 2000, sans imaginer une seule seconde qu'il y aurait cette crise Covid, qu'il y aurait un après-Covid. Mais en 2000, il y a déjà dans l'esprit de ce fondateur et de toutes ses équipes l'idée que le bassin d'emploi nationaux sont trop faibles et qu'on doit travailler sur un bassin européen. C'est bien ça, son idée de base. C'était exactement ça. Il y avait énormément de sociétés américaines qui s'implantaient en Irlande avec des shared service centers, avec plein de langues, les Italiens, les Espagnols, les Français. Et on voyait que les entreprises peinaient à recruter. La barrière de la langue, la méconnaissance des diplômes, de comment on fonctionne, les CV et les attentes des candidats. Et du coup, on a été, nous, un lien connectant entre les Français et les entreprises irlandaises. On connaissait l'Irlande, on connaissait la France, on a pu connecter. Et derrière, on a embauché des gens natifs espagnols, allemands, qui avaient les mêmes connaissances de leur pays pour faire ça. Et puis, on s'est développé partout en Europe. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce que dans les inquiétudes, mais aussi les avantages, on les comprend. On cherche un ingénieur tech que je ne trouve pas en France. Je vais me tourner vers votre agence et je vais dire, je cherche un ingénieur tech, le meilleur. Et vous allez lui dire, nous, dans notre fichier, on a un Polonais, on a un Slovaque, on a un Lituanien. C'est comme ça que ça se passe. Ça peut se passer comme ça. On va déjà travailler sur la définition des compétences, de quoi vous avez besoin, quelles sont les composantes. Il y a une composante de communication aussi, de barrières de langue, de choses comme ça. Et diplôme, excusez-moi d'y revenir, mais la concordance des diplômes, comment on fait ça? Vous êtes capable de dire, attendez, ce diplôme-là correspond exactement ou à peu près à ce que vous recherchez, parce qu'il faut avoir une connaissance quand même. Alors, si on a la connaissance, effectivement, par exemple, le principe de l'apprentissage n'est pas commun à tous les pays en Europe. Bah oui. Il y a des pays qui le valorisent plus que d'autres. Donc 2 ans d'expérience en apprentissage n'est pas valorisé de la même façon en France, en Allemagne, en Irlande, etc. Donc oui, on fait ce lien-là. On est capable de les aider pour évaluer les bons candidats à ce moment-là. Et ensuite, on regarde où sont la majorité des candidats qui peuvent répondre à ce besoin. Et en fonction de comment l'entreprise est structurée, organisée, on peut proposer des solutions. Est-ce que vous avez une entité en France? Puisqu'on a des ingénieurs qui souhaiteraient venir en France. On a beaucoup de clients qui le proposent d'ailleurs, qui nous disent, moi je veux grandir mon marché allemand, je peux proposer des postes en Allemagne, mais s'ils sont amoureux de la France, je les prends aussi à Paris et j'ai une antenne à Bordeaux. Donc du coup, on élargit le champ des possibles. Donc, ça veut dire que depuis la rentrée, avec le full remote, avec le télétravail, vous avez senti une accélération ou une appétence pour des cadres venus d'ailleurs? Complètement. Si je me situe au niveau français. Totalement. Les gens ont envie d'ailleurs, ont besoin de s'expatrier. On a recruté nous-mêmes une Française qui avait décidé pendant le Covid d'aller s'installer à Madrid et elle va travailler sur le marché français depuis Madrid. On a une entité espagnole, on a un bureau. Elle va travailler de la maison, du bureau et elle va continuer sa vie en Espagne. Alors Émilie Narcy, avant de nous quitter, c'est quoi les secteurs qui sont sous tension et sur lesquels vous êtes très sollicité? On vous dit, moi, quelle que soit la nationalité, j'ai besoin, trouvez-le moi. C'est quoi? C'est la tech, j'imagine? La tech. Tout ce qui est force de vente, les commerciaux, les ingénieurs commerciaux, les grands comptes liés au secteur de digitaux. Et on a la pharma aussi, énormément. Alors ça veut dire que ces personnes qui sont recrutées doivent maîtriser des langues, doivent avoir quand même un bagage
qui leur permet de pouvoir passer de la France à l'Allemagne ou de l'Allemagne à la France. C'est bien ça l'enjeu. C'est ça. Alors la langue principale, c'est quand même l'anglais, surtout dans la tech. On sait que donc là, ils maîtrisent la langue. Ils maîtrisent la langue. Et puis après, il y a les aspects culturels. Comment on fait grandir cet esprit européen, cette richesse de pouvoir partager avec des gens de différentes nationalités. C'est ça qui apporte aussi des solutions aux entreprises, de pouvoir se renouveler, de voir les choses différemment. Enfin, on n'évoque pas le Brexit, puisque vous êtes à Dublin, avec la Grande-Bretagne qui est partie. Ça change rien, ça change tout. C'est plus compliqué là. Ça a été pour moi une surprise. Je pensais que justement on allait avoir beaucoup moins d'activités et on en a de plus en plus. On a de plus en plus de demandes de gens qui peuvent parler plusieurs langues dans différents secteurs d'activité. Et la première chose que les entreprises nous disent, vous en faites pas, on va vous aider avec le visa. On prend quelqu'un de n'importe où et on va aider avec le visa. Donc ça n'a pas arrêté. Voilà, donc ça n'a pas coupé les liens. Il y a la tension sur les pêcheurs. Mais là dans votre business, globalement, les entreprises font le maximum, organisent l'avenue, les visas, les tampons pour avoir leur talent, on est d'accord? Continuent et démultiplient, c'est-à-dire qu'en plus de leur siège à Londres, par exemple, ils ont aussi une antenne en Allemagne, en Hollande, en Irlande. Il y a beaucoup de sociétés qui sont venues en Irlande de ce fait pour garder un pied dans l'Europe, mais le recrutement en Grande-Bretagne continue de se développer très fortement aussi. Donc ça cartonne en Grande-Bretagne. Ça cartonne. Qu'est-ce que vous diriez de l'Europe? Parce que là, on est dans un débat présidentiel, mais il y a des élections européennes, on nous dit l'Europe est morte, l'Europe est terminée. Enfin, je sais pas, quand je vous entends parler, j'ai l'impression que l'Europe est, sur le plan, je dirais, du mouvement des populations, elle est extrêmement vivante. Non, et c'est une chance formidable. J'ai eu la chance, moi, de pouvoir voyager et travailler dans différents pays dans le monde. Et quand on est confronté à des problématiques de visa pour pouvoir aller travailler et s'expatrier, on se rend compte vraiment de la chance qu'on a de travailler en France. Il y a quelques formalités, un numéro de sécurité sociale, un enregistrement auprès des différents organismes. Et si on a une nationalité européenne, on peut travailler n'importe où. C'est une vraie chance, c'est une vraie opportunité. Les jeunes aussi en profitent de plus en plus. La libre circulation, la liberté de pouvoir passer d'un pays à un autre sans trop de contraintes particulières. C'est ça. Donc l'Europe est vivante. À travers la fenêtre de votre cabinet, elle est très très vivante. Très 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 vivante. Je suis jeune, ce qui n'est pas mon cas, j'ai envie de bouger. Je m'inscris dans votre cabinet, j'amène mon CV, j'explique mon niveau, vous m'enregistrez. Et je vous dis, moi je suis prêt à bouger. C'est ce qu'on vous dit? C'est ce qu'on nous dit. On a toutes nos annonces qui sont sur notre site internet. On fait beaucoup d'approches directes également. Et les gens qui nous contactent en disant j'ai un projet, j'ai envie d'aller là-bas, vous avez des compétences, on va déjà évaluer votre niveau de langue, ce que vous avez envie de faire. Et ensuite, on va regarder avec nos clients qui peut avoir besoin de vous. Et les destinations, je dirais, de ceux qui poussent leurs portes ou les gens que vous chassez, c'est quoi? Ils vous disent aujourd'hui je suis en France, moi je suis prêt à bouger. Ils veulent bouger où? L'Espagne. Beaucoup, au soleil. Le Sud, l'Espagne, beaucoup. L'Irlande aussi, parce que c'est un pays anglophone dans l'Europe. Bien sûr. Donc ça, c'est très attractif. Et France. Et la France. Avec le télétravail qui est quand même contenu dans le package, l'idée c'est qu'ils sont prêts à bouger, mais en même temps, s'ils font du télétravail, c'est bien aussi. Oui, alors ils ont moins de motivation à aller en télétravail quand ils sont à l'étranger. L'idée de l'expatriation, c'est quand même d'échanger avec d'autres personnes, de pouvoir s'enrichir, de pratiquer la langue, de découvrir les autres codes. Donc un peu moins de télétravail, mais quand même une composante de... En fait, c'est la liberté. Le télétravail, aujourd'hui, c'est la liberté des gens de s'organiser comme ils ont envie de le faire, de pouvoir vivre dans le pays dans lequel ils ont envie de vivre. Et donc, oui, ça aide beaucoup. Eh bien, j'ai envie de vous dire bon voyage, bon séjour à Paris. Merci beaucoup. Vous qui êtes française mais qui travaillez à Dublin, car le siège de votre entreprise est à Dublin, on l'aura compris, avec des antennes Madrid, Paris, Barcelone, Genève, Lyon, Bordeaux. Non, voilà. Bordeaux, pas encore. Pas encore Bordeaux. C'est un scoop. Vous voyez, Émilie Narcy nous a donné un scoop. Vous allez ouvrir donc une antenne à Bordeaux pour la concurrence. C'est une information. Directrice des opérations chez Approach People Recruitment basée à Dublin. Merci de nous avoir rendu visite. Bon vent, comme on pourrait dire chez les marins. Merci à vous qui nous suivez. Merci à vous qui nous regardez et qui réagissez évidemment sur les réseaux sociaux. Merci à toute l'équipe. Merci à Axel Polou pour la réalisation. Merci à Lauriane qui était en double manette. Merci à Guillaume pour le son. Merci à Fanny Griesmer et à Margot Ruot qui m'accompagne dans cette aventure quotidienne. Je serai là demain. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.